Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, BD, manga ou comics, avec toujours plus ou moins de spoil. Donc voilà, si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, zappez vers le manga suivant. Si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, en description, il y a le détail de tous les mangas dont je vais parler dans cette vidéo. Voilà, on commence. Et on commence avec du Naoki Urasawa avec son nouveau titre Asadora tome 2. Ça fait depuis janvier-février que le tome 1 est sorti, donc il y a quand même eu une longue période entre les deux tomes. En même temps, il n'y a que 3 tomes au Japon, et le confinement. Et comment dire, Asadora, je pense que c'est en train de devenir l'un de mes Urasawa préférés. Je pense qu'il a le potentiel pour le devenir. En 2 tomes, honnêtement, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui me plaît. Il y avait un petit peu comme Billy Bat, et Billy Bat, je trouve que c'était un peu perdu en chemin. Maintenant, est-ce que l'histoire va se perdre en chemin? Je sais pas. J'avoue que le grand mystère autour de ce monstre qui s'appelle, maintenant on découvre Asa, comme l'héroïne qui s'appelle elle aussi Asa, voilà, il commence à y avoir des petits mystères, on commence à voir un petit peu tous les petits tropes de Naoki Urasawa, à savoir au début du tome, on est dans notre époque, notre pays, un autre continent, on suit un scientifique japonais qui enquête sur un monstre et on découvre qu'il s'appelle Asa. Ensuite on retourne sur l'héroïne qui donc va retrouver sa famille, les quelques survivants de sa famille, donc c'est sa petite sœur, son petit frère et le nouveau-né, donc son deuxième petit frère. Sur la dizaine qui a été sa famille, il ne reste plus que 3 personnes, donc est-ce qu'elle va continuer à les chercher dans les autres tomes? Ça a l'air d'être parti là-dessus, mais est-ce qu'ils sont tous vivants? On ne sait pas. On découvre le grand monstre, enfin sa queue. Donc là il y a encore du mystère sur qu'est-ce que c'est que ça. En plus ça revient sur le début du tome. Et ensuite, encore du Naoki Urasawa. Ellipse temporelle, on avance de 7 heures dans le futur. Et j'ai l'impression que le titre va vraiment se diriger sur le côté aérien, enfin l'aéronautique, parce que l'héroïne Asa se rapproche des avions et devient pilote. Est-ce qu'on va être sur un manga qui va être très pilote de l'air? Je sais pas, on verra sur les prochains tomes. Et alors, à la fin du tome, il y a un lien qui fait entre le début de la série et Asa, c'est que Asa rencontre l'un des 2 scientifiques qui était parti retrouver le gros monstre. Là, il commence à y avoir du mystère, en plus il y a des complots politiques, voilà. Il y a du Naoki Urasawa, il y a des complots politiques, il y a l'air d'avoir des gens qui sont au courant de quelque chose, mais qui cachent, on va voir l'héroïne qui va grandir, qui va explorer, enquêter. Ça a l'air trop bien, surtout que faut se rappeler que le manga commence à notre époque, ce qui fait que on a encore au moins un demi-siècle d'enquête possible. Ça c'est très intéressant, sûrement des flashbacks sur peut-être la création du monstre. En tout cas, Asadora, potentiel pour devenir un de mes Urasawa préférés. Fire Force tome 14, on retrouve la petite équipe composée de différents membres d'unité. Là on les avait laissés, donc ils sont partis sur le continent asiatique, découvrir les origines de la Dora Burst. Ça commence à devenir un petit peu compliqué, surtout que bon, il y a plein de mangas que je suis avec le confinement, j'avoue que j'ai plus trop toute l'histoire en tête. Là j'avoue que le délire avec Pi, j'ai pas tout compris, voilà. Je me souviens, voilà, tout le mystère autour de la Dora Burst, peut-être que j'ai aussi lu le manga très rapidement, j'ai pas pris le temps de tout bien lire et tout analyser. Bon, il reste une dizaine de tomes si j'ai bien cru comprendre, parce que l'auteur a dit qu'il arrivait au Japon, qui a 23 ou 24 tomes. L'auteur arrivait dans le dénouement final de la série, donc c'est encore 5-6 tomes, donc peut-être 30 tomes à tout casser. Là, c'est une supposition, c'est pas un fait. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, l'auteur a dit que ça serait son dernier manga, Fire Force. Il est pas si vieux que ça, donc bon, après il a fait une série de 2 séries quand même de 24-25 tomes, donc ça fait quand même 50 tomes, c'est beaucoup. Et il a fait d'autres trucs avant, mais des petits trucs à voir. Voilà, Fire Force, j'ai pas grand chose à dire, si c'était que c'est toujours aussi beau esthétiquement parlant. J'avoue qu'en termes d'histoire, je suis un peu perdu, mais Solitaire aussi, des fois j'étais perdu avec les délires de folie, et surtout tous les délires où il y avait des pouvoirs, des histoires temporelles, de flashbacks, tout ça. J'étais un peu perdu. Je pense que Fire Force va gagner à être relu une prochaine fois. En tout cas, je suis un petit peu perdu sur toute l'histoire et toute la Dora Burst. À relire un de ces 4. L'Atelier des Sorciers, tome 6, c'est toujours aussi beau. Voilà, je le dis à chaque fois, mais voilà, je préfère le redire une nouvelle fois. L'Atelier des Sorciers, c'est super beau, c'est super propre. J'adore le style de l'auteur. Après le petit combat contre la confrérie du Capuchon, le groupe de héros, enfin Coco et son groupe d'amis, donc c'est les autres élèves de son maître, se rendent à l'académie des sorciers. Et donc il y a une grosse phase d'entraînement, donc là ils passent leur examen, etc. etc. Il commence à y avoir des développements de personnages, notamment sur Agathe, si je dis pas de conneries, donc c'est celle aux cheveux courts frisés et noirs. On découvre qu'elle fait partie d'une famille, qu'elle aurait volé des sorts à quelqu'un.
Il commence à y avoir des mystères, c'est toujours aussi intéressant, même si j'avoue qu'en 6 tomes, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses, mais c'est toujours un réel plaisir à lire, esthétiquement c'est toujours incroyable. Si vous n'avez pas encore craqué, allez-y, c'est un super titre que je recommande. Bakemonogatari, tome 7. Je suis de plus en plus amoureux de cette licence. J'avoue que les premiers tomes j'étais un petit peu perdu, mais là depuis le gorille, l'arc du gorille, j'adore la série. Alors, pas forcément pour celle qui me dit par le gorille, même si elle est super classe, mais je commence à rentrer dans le délire. Ça va dans tous les sens. Ogrit, je pense que ce manga était fait pour lui qui adore faire des mangas shonen un petit peu ecchi. Putain, à quel point c'est polisson la scène où le héros limite culbute, on va dire, la déléguée de classe. Enfin, il se passe rien de sexuel, mais c'est juste. Voilà, t'enlèves la jupe, voilà, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Le passage où il y a la fille maudite par le serpent qui est en mini-short et l'autre héros il dit attends, les mini-shorts de sport ça existe encore. Voilà, c'est hilarant. Il y a beaucoup de ecchi. Bon, pas non plus, c'est pas non plus rempli de ça, mais il y a quand même pas mal de scènes de ecchi du niveau d'un Enfer et Paradis ou d'un Air Gear. Donc voilà, il y a toujours 10 pages sur un tome, voire un peu plus. Surtout un peu plus, j'ai l'impression. Mais voilà, je suis de plus en plus fan de cette série. Là, franchement, j'adore. Et en plus, alors ceux qui sont toujours pas au courant, il y a un petit... alors à chaque tome, on a le droit à une petite couverture réversible. C'est toujours super intéressant, voilà. Et on a ça quasiment à chaque tome, sauf pour le tome 1 ou 2, où on n'avait pas ça. Mais depuis le tome 3, si je dis pas de conneries, on a à chaque fois une couverture réversible. Et c'est super bien, et c'est même pas plus cher. Voilà, c'est même pas une version collector, c'est juste, elle est réversible, point barre. Bakemonogatari, j'aime beaucoup l'arc du serpent. Gros twist à la fin sur le fait qu'il n'y avait pas qu'un serpent, mais deux. J'avoue que j'étais surpris. Et voilà, super titre, franchement j'adore cette licence. Je sais pas jusqu'où ça va aller par rapport à tous les romans qu'il y a eu, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Libraire jusqu'à l'os, Honda-san tome 2. Dans ce tome j'ai l'impression qu'on est sur des histoires qui n'étaient pas dans l'adaptation animée sur Crunchyroll, si ma mémoire est bonne, parce que là j'avoue que tout le passage avec... alors j'ai vraiment aimé ce passage-là avec l'auteur de manga, où on dit ne tweetez pas sur internet que vous êtes en dédicace chez cette librairie-là, il va y avoir trop de gens, ça va être la folie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, cette petite histoire en 4-5 tomes sur le côté obscur des libraires japonais, enfin semi ou autobiographique d'un vrai libraire. Je sais que c'est autobiographique, alors je sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'il a pris des anecdotes d'autres libraires ou pas, mais en tout cas c'est super intéressant, c'est très drôle, pas toujours hilarant, mais ça fait sourire, c'est super intéressant. Si vous êtes perplexe par rapport à ce titre, sur Crunchyroll, il y a l'animé qui fait 12 épisodes de 10 minutes, et c'est franchement hilarant. Alors c'est beaucoup plus hilarant en animé qu'en manga, enfin pour moi, parce qu'il y a le côté intonation de voix. Quand tu sens le personnage gueuler, tu t'entends sa grande voix au perché, ça me faisait toujours marrer. Là, ça marche pas toujours. The Promised Neverland, tome 13 et 14. Alors j'avais acheté le tome 13 il y a une semaine ou deux, et comme je savais que le 14 arrivait dans pas longtemps, je me suis dit, autant attendre, s'enchaîner les deux tomes d'un coup. Et quelle bonne idée j'ai eu, parce que je me suis enchaîné les deux tomes, et c'était super bien. Franchement, enchaîner l'arrivée d'un nouveau personnage, une révélation, enfin, un nouveau personnage surtout dans le tome 13, qui déjà commence sur le chapeau de roue avec gros confrontation entre les enfants et le GIGN. Voilà, la BAC, j'abuse un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Surtout avec le contexte politique qu'on a en ce moment, ça fait bizarre. Voilà, et à la fin, enfin, dans la dernier tiers du tome, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est censé être Minerva, et il apparaît dans ce tome-là, on découvre qui c'est. Donc je dirais pas qui, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas encore à jour sur le tome 14, et qui regardent que l'animé, mais waouh, franchement, bon, tu le sens un peu venir, mais j'avoue que tout le raisonnement et toutes les explications qu'il y a dans le tome 14 sur Minerva, pas mal. Et alors aussi, pour ceux qui sont pas au courant, la série est terminée depuis une semaine au Japon. Ce qui fait que la série va faire 21 tomes à tout casser. Environ, peut-être, j'ai pas calculé le nombre de chapitres, donc 21 à peu près. Ce qui fait que il reste 6 ou 7 tomes en France. Donc l'année prochaine à la Japan Expo, la fin de The Promised Neverland, sans doute. Rikudo, tome 21. C'est toujours un super tome façon Rikudo depuis trop longtemps, c'est des super tomes qui s'enchaînent. Par contre, j'ai un petit peu peur parce que la série fait 23 tomes. Et donc il n'en reste plus que 2 après celui-ci.
Dans ce tome-là, on a un combat entre David Kahn, qui est sur la couverture, qui est anglais et qui est le champion du monde des poids légers, si je dis pas de conneries, je sais plus, j'ai pas, voilà, contre Tsubaki, donc qui est censé être l'ancien champion japonais, puis au PBF, qui va affronter le champion du monde. Mais le combat n'est pas terminé, alors il va quasiment être terminé dans le tome suivant, c'est sûr et certain, ce qui fait qu'il reste que 2 tomes pour introduire le match final. Et je vois pas trop qui peut affronter, à part affronter Tsubaki, ce qui paraît très logique, voilà. Mais voilà, mais je me dis, il reste un tome, enfin 2 tomes, peut-être un combat, 2, ça serait quand même très ric-rac, ça fait pas beaucoup. Alors, David Kahn, je suis assez surpris parce que je vois un grand blond aux yeux bleus, David Kahn, je sais pas, Kahn, je pense à... C'est méchant, hein, c'est très... Certains vont me dire que je suis un peu raciste, mais voilà, Kahn, c'est un petit peu le Durand ou le Dupont des Pakistanais et des Indiens, voilà. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir un mec qui n'a pas la couleur de peau indienne ou pakistanaise, avoir ce nom de famille là, ça m'a pas mal surpris. Son petit background de militaire était assez intéressant, et le combat, waouh, les moments où il dit je suis un char d'assaut, et tu vois qu'il y a un char d'assaut sur le terrain, tu fais ah ouais, et que l'épée de Samurai Tsubaki est explosée par le tank. Ouais, les métaphores sont vraiment toujours aussi intéressantes, le découpage, l'action est toujours aussi classe. Rikudo, il reste 2 tomes, foncez si vous n'avez pas encore commencé, c'est trop bien. Golden Kamuy, tome 18, un tome qui met en avant un nouveau détenu qui est un expert du poison, qui mélange des petites racines et qui connaît un petit peu, voilà, avec le grammage près, les effets que peut avoir un poison, est-ce que ça va te paralyser, t'endormir, te donner des maux de ventre. Je trouve qu'il y a des bonnes utilisations, surtout le moment où il dit prends-en un et tu verras ce que ça fait, et il en mange 2 et ça fait un effet en plus, enfin très intéressant. Et alors vers le dernier tiers, il y a un flashback sur les origines du père de l'héroïne, Achirpa, si je dis pas de conneries, j'ai oublié son nom, désolé. Voilà, donc je pense que le tome suivant, le 19, va être très intéressant sur les origines du trésor, même si on savait on a des pistes, mais là on va découvrir beaucoup plus de choses, je pense, sur le trésor Ainu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'avoue que Golden Kamuy, 18 tomes, je trouve que c'est très long pour ce genre de série, voilà, pour ce que ça veut raconter à l'origine. Je pensais pas que ça serait aussi long. Et j'avoue que des fois je perds un peu le fil de l'histoire, je sais plus trop qui est avec qui fait quoi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui leur manque, qui fait quoi. Voilà, je dis ça souvent, mais c'est vrai que peut-être parce que je lis beaucoup trop de séries, peut-être que je me restreigne, mais il y a tellement de bonnes choses, et j'avoue que j'ai un peu du mal, faudrait au moins que je me refasse, je survole un petit peu, ou que je lise un peu les résumés pour me remettre un petit peu dans le bain, voilà. Mais en Golden Kamuy, je conseille, j'ai vraiment bien aimé jusqu'à présent, c'est juste que des fois j'oublie certaines choses. Aria The Masterpiece tome 3, c'est toujours une super édition de luxe avec ça et FMA. Franchement cette année on est gâté en édition prestige de luxe, voilà, super belle, enfin voilà, on a une super collection. En tant qu'objet je trouve ça magnifique. Alors je vais être sincère, j'ai pas lu entièrement le tome, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié, j'en ai lu 200 sur 350. Je pense que j'ai compris pourquoi les gens attendaient ce titre et attendaient cette réédition, et pourquoi ils aiment ce titre et l'autre manga de l'auteur, Amanchu, qui est chez Kiun. C'est vraiment une lecture paisible. Quand je lis Aria, franchement, c'est une putain de détente. Je viens de m'enchaîner à un TPN assez sombre, à un Golden Kamuy un petit peu complexe, voilà, des mangas un peu plus, pas forcément cérébral, je vais pas dire ça, mais voilà, avec des univers beaucoup plus tortueux. Et là, t'as Aria. Une histoire où t'as des filles qui prennent leur barque, qui explorent des villes, qui trouvent une clochette, qui disent oh, tiens, il y a un petit coffre, qu'est-ce que c'est? Ils vont explorer une ville, ils trouvent des super vues. Voilà, détente, le passage où il y a un mec qui offre des roses à l'héroïne, et il y en a partout dans la flotte, c'est magnifique. Voilà, ça. Il n'y a pas une grande histoire, en tout cas, il y a vite fait une compétition au début du tome où elles font une course de barque, ça dure un chapitre, où il y a un petit peu côté shonen neketsu, mais encore vite fait. Après, c'est vrai que c'est une super lecture détente. Tu lis ça avant de te coucher, franchement, tu fais des beaux rêves. Voilà, c'est véridique. Et alors en plus, je parle de Aria, et vous allez voir, le prochain titre, c'est Le jour et la nuit. Doggy Bag volume 15 sur l'Amérique et le racisme. Waouh. Voilà, après Aria on parle de ça. Alors, je sais pas, franchement, vu le contexte géopolitique mondial actuel, et surtout tous les problèmes de racisme qu'il y a
dans le monde, pas forcément envers la police, hein, très clairement, dans le monde entier, que ce soit tout et à n'importe quelle échelle, que ce soit du premier mec qui veut embaucher le RH au gouvernement, il y a des racistes partout. Et j'avoue, de voir ça arriver dans les kiosques, donc 3 histoires sur le racisme. Alors la première est sympathique, c'est sur un mec qui va se faire tuer par des mecs du Ku Klux Klan, il s'échappe et il y a une bête qui apparaît, ils sont en Louisiane, donc dans les bayous qui les pourchassent. La deuxième histoire, elle m'a pas marqué, pas laissé un souvenir impérissable, et je l'ai trouvé très quelconque, c'est vraiment celle que j'ai moins aimée. Et la troisième histoire m'a pas mal fait penser à Watchmen, la série, avec des mecs du Ku Klux Klan tuent un père de famille afro-américain, et il y a quelqu'un de sa famille qui survit, et vengeance 30 ans plus tard. Et donc ça fait cercle vicieux de, bah, on vous déteste les noirs, donc on vous tue, mais il y a quelqu'un qui survit, donc qui déteste les blancs, il tue les blancs, sauf que bah il y a quelqu'un qui survit, qui déteste les noirs, et qui tue les noirs, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très intelligent dans l'écriture. C'est vraiment la dernière histoire qui est pour moi la plus intéressante de ce volume. Mais voilà, je veux aussi dire, c'est très couillu de la part de Doggy Bag de sortir ça. Alors après c'est sûr qu'il pouvait pas prévoir l'avenir et qu'il allait avoir ce genre d'événement en ce moment, mais waouh. Je sais pas s'ils ont serré un peu les fesses quand ils ont vu, ils ont sorti le titre en se disant putain est-ce que ça va passer ou pas. Mais en tout cas, Doggy Bag c'est toujours aussi bien, il m'en manque 4 si je dis pas de conneries, j'ai les 2 premiers de la saison 2, j'ai les 9 premiers de la saison 1, donc il me manque le 10, 11, 12, 13. Faut que je les prenne un de ces 4, mais en tout cas Doggy Bag, j'adore, vraiment, je vous conseille. On découvre toujours des super dessinateurs, et j'espère que, surtout celui de l'histoire qui est sur la couverture, donc le Ku Klux Klan qui tue des noirs, et les noirs tuent des blancs, ensuite, etc., cercle sans fin. J'aime beaucoup le dessin, et c'est celui qui m'intéresse le plus, et j'espère qu'il va faire une série longue dans le label 619. Voilà. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.